1988. Je donne vraiment mal à la tête au gouvernement du Sarawak. J'ai été traité de vagabond, de chômeur, pour donner au public une mauvaise image de moi, l'image de quelqu'un qui n'a pas de boulot et pour qui la seule solution serait de vivre avec les pénanes. Deuxième étape, Kuching, sur l'île de Bornéo. Nous nous y rendons comme des touristes et avec du matériel amateur. Impossible ici de faire officiellement un reportage sur Bruno Manzer. Depuis notre passage en 1988, la ville a totalement changé à cause du boom économique, dû au pétrole mais surtout au commerce du bois tropical. C'est la seule source de revenus gérée uniquement par l'État du Sarawak et ses politiciens. Ici, tout le monde feint de croire à la version officielle. Je pense qu'il est vivant, qu'il se cache quelque part. Quelque part dans la forêt? Oui, il a épousé une femme pénane. Malgré tout, certains avouent leur sympathie pour Bruno. Je pense qu'il se cache dans la jungle. J'espère qu'il est sain et sauf parce que des gens comme lui, il nous en faudrait beaucoup. Bruno voulait tout faire pour permettre aux pénanes nomades de le rester. Le gouvernement local, lui, veut exactement le contraire. Les sédentariser ou, pire encore, les exhiber dans des parcs d'attractions comme celui-là. Vous êtes pénane? Oui, mais un pénane moderne. Il y a toujours des pénanes nomades? Quelques-uns, oui, mais la plupart ont été sédentarisés. Notre gouvernement a fait beaucoup pour les pénanes. Il leur a construit des écoles, des hôpitaux, des maisons modernes. Mais ils ne veulent pas y vivre. Ils préfèrent rester dans la jungle pour chercher leur nourriture et chasser. À Kuching, nous n'apprendrons rien de nouveau sur Bruno. Troisième étape, Miri. Près de l'embouchure de la rivière Baram, là où arrivent les grumes abattues sur tout le territoire des pénanes. Dans cette région, en 1988, il restait environ 60% de la forêt pluviale. 13 ans plus tard, il n'en reste qu'un peu plus de 10%. Le développement de la ville est là aussi spectaculaire. Ici, le nom de Bruno Manzer est complètement tabou. Personne ne veut en parler. Nous n'avons qu'une seule solution, téléphoner à la Fondation Manzer pour qu'elle nous donne le nom de son contact à Miri. Oui, c'est Thierry, là, je t'appelle de Miri. Oui. T'as un nom à me donner? Raymond, un certain Raymond. Ok. Je vais essayer de le joindre. Les consignes sont formelles. Lorsque nous téléphonons à Raymond, il ne faut absolument pas prononcer le nom de Bruno ni parler de la fondation. Raymond nous donne rendez-vous le lendemain. Les autorités de Malaisie lui ont saisi son passeport, il est très surveillé. Pourtant, il a beaucoup de choses à nous dire sur la disparition de Bruno Manzer. Raymond va prendre des risques et nous parler de Bruno à visage découvert.
Cet homme, qui lutte pour la défense des minorités du Sarawak, est très surveillé par la police. Il ne peut plus légalement sortir du pays et subit régulièrement des menaces. Beaucoup, dans son cas, auraient peur et se tairaient. Pas lui. En hélicoptère, il emmènera toute notre équipe sur les lieux où s'est produite la disparition, puis il leur fera rencontrer Ian Q, porte-parole des Penan, qui a activement participé à la recherche de Bruno. Pour lui, pas de doute, s'il était encore vivant, on l'aurait retrouvé. Alors, accident ou crime parfait? Réponse après la pause. Raymond propose de nous emmener survoler les lieux où Bruno a disparu. Pour aller dans cette zone, les étrangers doivent demander un permis spécial. Le gouvernement ne souhaite pas voir de témoins dans cette région sensible. Des pistes de bûcherons comme celle-là, il y en a partout. Pour aller chercher le bel arbre, celui qui a de la valeur, qui ne repoussera jamais, les sociétés forestières ont truffé la forêt d'un réseau de pistes, pareil à une toile d'araignée. Les chasseurs viennent ensuite massacrer le gibier à l'arme automatique. Jusqu'à quand résisteront les quelques 10% de forêts vierges qui subsistent et les derniers chasseurs-cueilleurs qui y ont trouvé refuge? Nous avons enquêté parmi toutes les communautés Penan, celles chez lesquelles ils venaient toujours, pour savoir si elles avaient la moindre nouvelle de Bruno. Mais personne ne l'avait vu ici. Donc pour nous, il est plus que probable que Bruno Manzer est mort. Un accident dans cette région, c'est très improbable. Ici, les sentiers de la jungle sont très sûrs. Nous les empruntons depuis des générations. Mais si quelque chose était arrivé sur l'un des chemins qu'il a utilisés, l'un des nombreux Penan qui l'ont cherché aurait bien trouvé une trace de son corps ou de ses affaires. Maintenant, je peux survivre tout seul dans la jungle. Du moment que j'ai ma sarbacane, un filet de pêche et ma machette, je ne risque pas de mourir de faim. Bien sûr, je peux mourir d'une morsure de serpent ou de la malaria, mais après tout, c'est à la grâce de Dieu. En nous quittant, Raymond nous apprend qu'il a une surprise pour nous le lendemain. Un rendez-vous discret à Miri avec le leader des Penan du Sarawak, Ian Q. Voici Ian Q. Il a dirigé les expéditions qui ont recherché Bruno, depuis août jusqu'à fin décembre. Nous, les Penan, on cherche partout. Alors un accident, c'est impossible. On aurait trouvé des traces de son corps ou de ses affaires. Non, un accident, ça n'est pas possible. La forêt, on la connaît par cœur. Tout ça prouve qu'on l'a tué et qu'on a jeté ou enterré son corps et ses affaires quelque part dans la forêt. Nous, les Penan, Bruno, on l'aimait. Mais les bûcherons, eux, haïssaient Bruno. C'est eux qui l'ont tué. La preuve, Bruno a passé sa dernière nuit tout à côté d'un camp de bûcherons et de conducteurs d'engins. Pour nous, c'est clair. Les compagnies forestières l'ont assassiné.
Les bûcherons ont détruit toute notre forêt. Maintenant, il n'y a plus aucun espoir. Nos enfants n'ont plus du tout d'avenir. Bruno, c'est notre frère. On l'aime et il nous manque beaucoup. Espérons seulement que, même si le pire est arrivé d'une manière ou d'une autre, on saura la vérité. Je ne pense pas que le coupable restera impuni longtemps. Un jour, on saura. Raymond, Ayankiu et Harrison sont tous persuadés que Bruno a été assassiné. Eric, à Dijon, a reçu lui aussi un email de Barrio.